Bonsoir à tous. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Donc, content d'être avec vous pour ce cours. Alors, comme on a annoncé les examens pour la semaine prochaine, donc nous allons faire les révisions sur ce qu'on a déjà vu. Donc, question de vous aider à préparer l'examen qui est prévu pour les jours à venir. Alors, jusque-là, nous avons vu dans son intégralité le chapitre des alcools éthioxydes et phénols. Et nous avions commencé le second chapitre, à savoir les aldéhydes et les cétones. Donc, on n'a pas pu terminer avec ce chapitre. On va faire une révision sur ces deux chapitres. Maintenant, bien avant de commencer, laissez-moi vous parler en quelque sorte de l'examen et des devoirs que vous avez eu à rédiger. Donc, en ce qui concerne l'examen, euh, ce sera des questions à choix multiples, 25 questions et sur 100 points. Donc, une seule bonne réponse par question et 4 points par bonne réponse. Donc, ce sera le format de l'examen. Donc, ce sera un examen facile comme à l'accoutumée. L'examen portera sur la nomenclature des alcools, la nomenclature des éthioxydes, la nomenclature des phénols. L'examen portera également sur la nomenclature des aldéhydes et des cétones. Et après, il y aura des questions par rapport à la structure de ces composés organiques, à savoir et alcool, cétone, phénol, aldéhyde, des questions en rapport avec leur réactivité, des questions en rapport avec leurs propriétés, et propriétés physiques, propriétés chimiques, et questions en rapport avec leur synthèse, leur préparation, et il y aura des questions par rapport aussi à aux différentes réactions que ces composés peuvent donner. Voilà en gros un aperçu de l'examen que vous aurez à faire dans les jours à venir. Maintenant, vous avez eu à rédiger des devoirs et malheureusement, le deadline qui était initialement prévu pour la transmission, la remise de ces devoirs, et n'a pas pu être respecté à cause de la situation socio et sécuritaire du pays. Et maintenant, il, moi de mon côté, et par rapport à de nouvelles obligations, et je n'aurai pas vraiment le temps de corriger ces devoirs. Donc, ce que je peux faire, c'est d'accorder à chaque étudiant des points de participation. Et ensuite, bon, il y a des étudiants qui, pendant les différentes séances, ont obtenu des points de participation, mais tout le monde ont quelques points. Et ceux qui ont déjà des points de participation, peut-être, auront beaucoup plus de points de participation par rapport aux autres. Voilà. Et justement, comme je vous l'avais dit, donc je voulais, d'entrée de jeu, vous parler du format d'examen et des devoirs que vous avez eu à rédiger au cours de cette première session. Alors, bonjour, vous m'entendez? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? OK, donc, et nous allons, et comme je
l'avait dit, faire un rappel, une révision, une brève révision sur les alcools, les éthers-oxydes des phénols. Alors, les alcools, les éthers-oxydes des phénols, donc, ce sont d'abord des composés organiques, ça, il faut le savoir. Alcool, éthers-oxydes, phénol, ce sont des composés organiques, et c'est-à-dire des composés du carbone qui contiennent dans leur structure, dans les formules moléculaires, et du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, ce sont des composés organiques. Maintenant, et si on prend séparément chacun de ces composés, donc d'abord les alcools. Donc, ce qu'il faut savoir des alcools, c'est que les alcools sont caractérisés par le groupement fonctionnel OH. OK? Les alcools sont caractérisés par le groupement fonctionnel OH, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les composés qui contiennent un groupement hydroxyle ne sont pas forcément des alcools. C'est très important parce que la question que je pourrais vous poser à l'examen, c'est de vous dire que tous les composés, vrai ou faux par exemple, tous les composés qui contiennent un groupement hydroxyle et qui contiennent un groupement hydroxyle sont des alcools. Pas nécessairement parce que si dans le composé, il y a d'autres fonctions, par exemple une fonction aldéhyde ou une fonction acide carboxylique, à ce moment, le composé ne sera pas nommé en tant qu'alcool parce que dans un composé polyfonctionnel, donc il faut savoir que c'est la fonction prioritaire qui détermine le nom du composé. On apprend un composé comme CH3, CHOH, COOH. OK? CH3, CHOH, COOH. Donc, laissez-moi écrire. Ceux qui sont branchés, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. OK, CH3, CH. CHOH et puis liaison COH. Très bien. Donc, ce composé, c'est, comme vous voyez, il y a une fonction alcool dans ce composé. Il y a une fonction alcool. Mais est-ce que ce composé, c'est un alcool? Non. Ce composé n'est pas un alcool. Donc, comprenez bien. C'est pas le fait qu'il y a un groupe hydroxyle dans un composé qui fait de lui un alcool. Donc, et là, le premier cas, c'est que dans ce composé, il y a plusieurs fonctions. C'est un composé polyfonctionnel. Il y a non seulement la fonction alcool, mais il y a aussi la fonction acide carboxylique. Donc, quand vous avez plusieurs fonctions dans un composé, donc, il faut déterminer la fonction prioritaire, la fonction principale suivant laquelle donc, le composé sera nommé. Donc, ici, tout le monde sait que la fonction acide carboxylique, c'est une fonction trivalente. La fonction alcool, c'est une fonction primaire. Donc, la fonction équivalente et la fonction prioritaire, ce composé sera nommé en tant qu'acide carboxylique et non en tant qu'alcool. Très bien. L'autre cas où le composé peut avoir un groupement hydroxylé et ne pas être un alcool, c'est le cas où le groupement, c'est le cas où, voilà, par exemple ici,
CH3, voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà. Laissez-moi me représenter pour vous. Je ne peux pas me montrer. OK, voilà. Et je vois ce composé. Donc, ici, il y a une fonction alcool. Maintenant, est-ce que ce composé, c'est un alcool? Non. C'est vrai qu'il y a une fonction alcool, mais malheureusement, et suivant la définition d'un alcool, donc ce composé ne répond pas à la définition d'un alcool. Donc, ça me montrer, nous voulons montrer nous, que ce n'est pas tout composé qui a un groupe hydroxyle qui c'est alcool. Donc, comment on définit un alcool? On dit qu'un alcool est un composé organique, il faut ajouter organique pour plus de précision. C'est un composé organique possédant un groupe hydroxyle lié à un atome de carbone saturé, hybridé sp3, ou encore un carbone qui est en géométrie tétraédrique. OK? Ça, c'est clair comme définition. OK? Composé organique possédant un groupe hydroxyle lié à un atome de carbone saturé. Par exemple, dans éthanol, OK, donc le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui est lié à la fonction. Donc la fonction ici, c'est le groupe hydroxyle. OK, la fonction ici, c'est le groupe hydroxyle. Donc maintenant, donc, le carbone fonctionnel, c'est le carbone du groupement CH2. Donc, on appelle ce groupement méthylène. Eh bien, c'est un carbone saturé. Donc, là, si on regarde bien, il forme 4 liaisons sigma, 4 7 liaisons. Donc, un carbone saturé, c'est un carbone qui est lié à ses voisins par des liaisons sigma ou encore des liaisons simples. Donc, c'est ce qu'on appelle carbone saturé. Donc, il est lié à ses voisins par 4 liaisons sigma ou encore 4 liaisons simples. Donc, c'est le cas pour l'éthanol, c'est un alcool. Donc, le phénol, ce n'est pas un alcool parce que, si je vois bien, ici, donc ce carbone-là que je vais entourer, donc ce n'est pas un carbone saturé, c'est un carbone insaturé parce qu'il est formé en double liaison. Donc le phénol n'est pas un alcool, ok, tout simplement parce que le groupement hydroxyle n'est pas lié à un carbone saturé, n'est pas lié à un carbone hybride sp3. Donc le phénol, et comment, c'est quoi le phénol? Le phénol n'est pas un composé dans lequel un groupe hydroxyle est lié à un carbone saturé. C'est pas ça la définition du phénol. Donc, il faut bien comprendre ça. Par exemple, ici, dites-moi si le carbone fonctionnel ici est saturé ou bien insaturé. Dans ce composé, le carbone fonctionnel, est-il saturé ou insaturé? Insaturé. Insaturé. Est-ce que ici c'est un phénol ou un alcool ou un énol? Énol. Très bien, c'est un énol. Donc là, donc c'est vrai que le groupement hydroxyle est lié à un carbone insaturé, mais ce n'est pas un phénol. Donc maintenant, pour le phénol, il faut que le groupement hydroxyle soit non seulement lié à un carbone saturé, mais ce carbone doit
et ce groupe hydroxyle doit être lié à un cycle benzénique. OK? Il doit être lié à un cycle benzénique. Voilà. OK? Donc ça, c'est très important. Ensuite, pour les hétéroxydes, donc les hétéroxydes, c'est des composés qui sont nettement différents des deux premiers, et tout simplement parce que, et, donc, voilà la différence, c'est que il n'y a pas et la, et la fonction, il n'y a pas OH comme fonction, donc vous avez un oxygène qui est lié de part et d'autre avec des radicaux alkyles. Maintenant, ce qu'on a dit ici, alors je dois attirer votre attention sur le fait que dans cette partie, il y a 4 questions d'examen. Définition phénol, définition alcool, définition hétéroxyde, et puis dernière phrase là qui dit, ces 3 classes de composés peuvent être considérées comme des dérivés organiques de l'eau dans laquelle un ou deux hydrogènes reliés à l'oxygène sont remplacés par des substituants organiques. OK, par exemple, si on a OH, HOH, comme c'est écrit ici, donc si on remplace H, et laissez-moi vous montrer, OK, si on remplace cet atome d'hydrogène par R, est-ce que vous voyez l'hydrogène que moi entouré? Si on remplace cet hydrogène par R, ça n'a pas comme pour composé organique. Est-ce que vous voyez l'hydrogène qui est entouré en rouge? Donc, si on remplace cet hydrogène par R, ça n'a bien comme composé organique. Alcool. On a bien alcool, très bien. Merci. Et probablement quelqu'un a... OK, merci Germain. Et ensuite, si on remplace les deux hydrogènes par deux groupes alkyles, ça n'a bien, Hétéroxyde. on a bien hétéroxyde. Et si on remplace un hydrogène par benzyle, ça n'a bien. Phénol. Si on remplace un hydrogène par le radical benzyle, ça n'a bien. Phénol. On a bien phénol. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? On a bien phénol. Très bien. Malheureusement, c'est pas ça. Ça nous dit, c'est pas ça, malheureusement. Donc, si nous remplaçons un hydrogène par benzyle, nous pas bien phénol. Est-ce que vous avez qui ouais pour qui ça? Est-ce que vous étudiant qui ouais pour qui ça ne pas bien ne pas bien phénol? Radical ça et qui sous écran, comment on est? Non, nous pas bien d'oxybenzène. Prendre Thiago Lamy, c'est pas ça la réponse. Radical ça qui sous écran, comment on est? Est-ce que vous m'entendez? Radical que nous avons là sur écran, qui non? Benzène. Non, benzène pas un radical, mademoiselle. Benzène, c'est un composé organique, c'est pas un radical.
OK, ça c'est phényl, très bien. Et qui a dit ça? C'est Germain, très bien, c'est phényl. OK, maintenant, si on met le groupe hydroxyle, ici, donc ça donne phénol. Phényl, phénol. OK? Maintenant, et là, nous disons qu'on y a radical ça, comment il est? OK, c'est plus ou moins. Et radical ça, nous avons là, comment il est? Radical ça, nous avons là, c'est quoi son nom? Allô, est-ce que vous m'entendez? Même si je parle monter à bas souffle, moi. Quel est le nom de ce Mais radical? effectivement, on est posé OK, ma cercle, pour nous, peut-être que nous pas tout. Le radical qui est encerclé en rouge, quel est son nom? Est-ce que vous m'entendez? Donc, peut-être que nous pas ouais, trop bien, bon, moins faire l'autre bail pour simplifier les choses. C'est moi voir, c'est... Non, c'est pas phényl et l'outil. OK, voilà. Maintenant, on simplifie les choses pour vous. Maintenant, c'est quoi? C'est radical. Le cycle benzénique, c'est H2 liaison.
De toute façon, j'attends votre réponse pour continuer. Donc, le radical, ensuite, avec l'alcool, donc le nom du composé. C'est éthylbenzène. Non, c'est pas éthylbenzène. Éthylbenzène, c'est CH3. Éthyl, c'est CH3, CH2. Donc, ça n'a pas capable d'éthyl et germer. Il faut essayer d'autres choses. Méthylbenzène, non, c'est pas méthylbenzène. Si c'était méthylbenzène, tape CH3. Si c'est méthylbenzène, étape CH3. C'est le cycle benzénique, liaison CH3. Daptoluène ou bien méthylbenzène. Toluène, toluène ou bien méthylbenzène. Donc ça, c'est un radical. Donc un radical, donc même j'en dis phényl, phényl, c'est radical que nous avons gagné tout à l'heure lorsque pas de CH2. Maintenant, si on ajoute un CH2 liaison, donc le nom change. Donc c'est non ça que nous avons au moins. Je vous attends. Deux réponses dans le chat. Très bien. Et jamais, c'est benzyle. OK, benzyle. Donc là, c'est alcool benzylique. OK, c'est benzyle. Donc, alcool benzylique. Et ça peut se dire aussi phénylméthanol. Oui. Simeon Saifi. Donc, ça peut se dire aussi phénylméthanol ou alcool benzylique. Merci. OK, donc ça, c'était pour introduire les alcools. Maintenant, comme je vous l'avais dit, peut-être que vous n'étiez pas encore là quand je commençais. Et à l'examen, vous aurez des questions en rapport avec la nomenclature. Donc, c'est très important pour la nomenclature. Donc, je rappelle que pour la nomenclature, il y a un certain nombre de principes à respecter. D'abord, il faut déterminer la, la chaîne principale. La chaîne principale n'est pas nécessairement la chaîne la plus longue. Songez ça, c'est très important. Donc, la chaîne principale n'est pas nécessairement la chaîne la plus longue, mais c'est la chaîne qui inclut la fonction. Donc, elle peut être la plus longue, elle peut ne pas être la plus longue. OK? Donc, maintenant, une fois déterminée la chaîne principale, on fait la numérotation. On numérote la chaîne en commençant par l'extrémité et la plus proche de la fonction. OK? Donc, si vous avez plusieurs groupements fonctionnels, donc si vous avez plusieurs substituants, donc il faut s'assurer que les substituants, ils gagnent le plus petit indice possible. Donc, voilà pourquoi. Donc, c'est ça qui va déterminer qui côté n'a commencé numérotation. C'est d'abord assurer notre fonction principale là et substituant yo. Donc, il gagne un indice qui est petit.
OK, par exemple, on a menthol. Est-ce qu'on a donné le nom de menthol? Qui est-ce qui est capable de proposer un nom pour menthol? Alors, nous n'avons pas besoin de tenir compte de la structure tridimensionnelle des carbones asymétriques. Il y a 3 carbones asymétriques. Donc, ne tenez pas compte des carbones asymétriques. Donc, qui peut me proposer? Alors, c'est pas qui peut. Donc, proposez-moi euh, un nom. Le nom, quel est le nom systématique de menthol? Je vous attends. Est-ce que tu n'as travaillé? OK, quelqu'un a 5-méthyl 2-propyl cyclohexanol. Je ne crois pas. Et ou presque bon. 1, 2, 3, 5-méthyl. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais écoute, et 2 isopropyl 5-méthyl, 2 isopropyl 5-méthyl cyclohexanol. Oui, 2 isopropyl, 1, 2. Très bien. Donc, c'est radical qui vient après alcool là, en allant, en descendant et en allant vers la gauche. C'est isopropyl. Bravo, SS. Bah oui, SS, c'est Samantha. Bravo, Samantha. Donc, c'est 2 isopropyl 5-méthyl cyclohexanol. Très bien. Voilà. Donc, pour la nomenclature, donc maintenant, il faut savoir également que les alcools peuvent être alcool secondaire, alcool primaire, alcool tertiaire. Donc, suivant le degré du carbone auquel est lié le groupement hydroxyle. Ça ne va pas perdre du temps là-dedans. Donc, nous avons des alcools qui sont bien connus. Et nous avons l'alcool benzylique. Donc, mais alcool là, nous avons parlé tout à l'heure, c'est alcool benzylique ou encore phénylméthanol, alcool tierce butylique, éthylène glycol ou éthane diol, glycérol. Donc, glycérol, un trialcool utilisé dans la synthèse des acides, des glycérides, triglycérides, monoglycérides, etc. Donc, là, c'est la nomenclature.
OK, donc là, nous pas parler vraiment sur nomenclature. Pour les phénols, alors les phénols, ça qui différencie des alcools, c'est d'abord les phénols représentent à la fois le nom d'une classe de composés organiques. Quand on dit phénol, donc, il faut voir ça d'abord comme le nom d'une classe de composés organiques. Ensuite, il faut voir que phénol, c'est un composé organique. Donc, phénol, c'est le nom de la famille, mais il y a un composé de la famille qui est aussi appelé phénol. OK? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Phénol, c'est le nom de la famille. Donc, quand on dit les phénols, donc c'est tout composé qui gagne un groupement hydroxyle qui est lié avec un cycle benzénique. OK? Maintenant, le plus simple de ces composés s'appelle phénol. Donc, c'est le cycle benzénique avec le groupement hydroxyle lié à un carbone hydrydé Sp2, un carbone et un carbone trigonal avec une géométrie trigonale plane. Donc, c'est ce qu'on appelle phénol. Donc là, nous avons deux composés, par exemple, paraméthylphénol. Alors, ce qui est important à rappeler pour vous, parce que des fois, on confond et quand nous gagnons, nous pas contre pour nous parler de isomère para, ortho, il y a des étudiants ou un cycle et un cyclohexane et puis avec cyclohexane, il y a deux para et méta ortho. Non, on a l'isomère ortho para ou méta, c'est quand vous avez deux substituants, deux, pas plus que deux substituants. Ça, c'est très important. Si nous avons un seul substituant sous cycle benzénique, là, nous pas isomérie orthoparamètre. Si nous avons trois, nous pas isomérie orthoparamètre. Donc, vous voyez ici, le composé qui est à droite, ce composé. Est-ce que nous allons utiliser paramètre orthopolyne? Non. Pour que ça, c'est parce que les gains trois substituants. Ou justement, il y a trois substituants. Mais par contre, le composé qui est à gauche, donc on parle de paraméthylphénol. Pourquoi? C'est parce que il y a deux substituants. Donc, para, c'est un 4, ortho, c'est un 2, et puis méta, c'est un 3. Voilà. Donc, ce sont des isomères. Et qui isomères, nous sommes capables de dire? Et para-méthylphénol, orthométhylphénol, métaméthylphénol, c'est quel isomère, s'il vous plaît? Position. Isomère de position. Très bien. Voilà. Ce sont des isomères de position. Très bien. Donc, nous poursuivons. Alors, hétéroxyde, et comme nous t'avons c'est l'oxygène qui, c'est les deux atomes d'hydrogène de l'eau qui sont substitués par deux radicaux alkyles. L'un à gauche, l'autre à droite. OK? Donc là maintenant, comment procéder pour nommer ces composés? Donc par exemple, nous gagnons le premier composé ici, c'est oxyde de terte, butyl et de méthyle. Donc oxyde, ouais, oxyde c'est pour oxygène. Et puis on prend le nom des radicaux et par ordre alphabétique. Donc, terte butyl. Donc, terte, ce n'est pas terte qu'il faut considérer, ce n'est pas iso qu'il faut considérer, ce n'est pas sec qu'il faut considérer, mais c'est butyl et méthyle. Donc, B vient avant M et dans l'alphabet français. Donc, par conséquent, donc c'est oxyde de terte, butyl et de méthyle. De l'autre côté, c'est oxyde d'éthyle et de vinyle. Et puis de l'autre côté, on est à droite, c'est oxyde de cyclopropyle et de phényl. Donc ça, c'est
on pourrait dire ici, c'est la nomenclature radico-fonctionnelle. OK? La nomenclature radico-fonctionnelle. Donc, on a le nom des radicaux, butyl, méthyle, vinyle, éthyle, cyclopropyle, phényl, ouais, c'est radico-fonctionnel. Alors, donc, là, non capable encore beaucoup plus compliqué si vous avez d'autres fonctions ou des insaturations dans le cycle. Par exemple, ici, nous avons para-diméthoxybenzène, para-diméthoxybenzène. OK? Maintenant, là, si nous avons dit, nous avons considéré CH3 comme radicaux. Maintenant, comment nous avons nommer composer ça? Donc là, c'est difficile. OK, de l'autre côté, donc on va considérer un radical avec l'oxygène. OK, on va considérer un radical avec l'oxygène. Donc là, c'est pas oxyde. Donc dans ces cas, quand la structure est compliquée, donc on va faire appel au, à l'expression oxyde, au terme oxyde. OK? Donc maintenant, il y a une combinaison entre le radical, le nom du radical et oxy. Donc, si vous voyez ici, qu'est-ce qu'on dit? On est à droite, c'est 4 têtes butoxy. 4 têtes butoxy, cyclo-X1N. Cyclo-X1N. OK, donc qu'est-ce qu'on dit là qui est très important? Si d'autres groupements fonctionnels sont présents dans la molécule, l'éthéroxyde est nommé comme substituant alkoxy du nom de la chaîne principale. Donc, dans le cas, quand c'est compliqué, donc l'éthéroxyde est considéré comme un radical. Comme un radical dans ce cas, donc l'oxygène est attaché, il faut considérer que l'oxygène est lié à un radical et l'autre radical est considéré comme la chaîne principale. Donc, dans le premier cas, c'est le cycle benzénique, c'est le noyau benzénique qu'on considère comme la chaîne principale et CH3O, CH3O sont considérés comme des radicaux. Donc, dans l'autre composé qui se trouve à droite, donc, le cycle avec la double liaison est considéré comme la chaîne principale. Voilà, voilà ce qu'on a fait. On a numéroté la chaîne. D'abord, on commence avec la double liaison. Ensuite, le carbone 4, c'est à ce niveau que le radical alkoxy est lié. Donc, c'est pourquoi on a 4 têtes butoxy. Donc, tête, vous voyez pourquoi tête, c'est parce que le carbone, ici, c'est un carbone, cet atome de carbone, donc on va que tout le monde voit, c'est un carbone tertiaire. Pourquoi c'est un carbone tertiaire? C'est parce que est lié à 3 autres atomes de carbone. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est terte butyl. Donc, on dit terte butoxy 4. C'est parce que butoxy se trouve en position 4 sur la chaîne latérale. Donc, c'est 4 terte butoxy cyclo-X1N. Voilà, là, c'est une belle question. Et c'est certain que dans l'examen, on a compliqué dans les peroxyde pour nous nommer. Donc là, il y a averti pas tout pour combien. OK, et voilà, donc nous avons fait l'exercice ça également nous avons fait. Et alors, à titre de rappel, est-ce que bon non ça non, papier? Non, composé ça. Attendez, nous bon non composé ça. Il là aussi. De ça, vous moi si nous soumettons.
Si nous prêts pour examen. Et Thiago, merci pour réponse pour moi. Bon, comme j'aime dit ça, nous ne pouvons pas considérer la stéréochimie pour se composer. Donc, merci pour la réponse. C'est 1R, 2S, 5R, 2 isopropyl, 5 méthylcyclohexanol. OK, maintenant, exercice 4. Donc, moi un nom de composer ça, s'il vous plaît. Écris dans le chat là, moi, tant pis.
OK, donc, dans la réponse que je joignons, jusqu'à présent, c'est pour petit A que je joignons mon réponse, qui c'est oxyde de diisopropyl. Oxyde de diisopropyl. Maintenant, j'attends encore la réponse pour petit C. Donc, réponse que je joignons pas correcte. Donc, petit C, c'est quoi comme nom? Samantha, non, et Claire Jeune, non. Les noms que vous avez trouvés ne correspondent pas. OK, maintenant, pour le petit C, c'est quoi le nom? Donc, on a déjà trouvé le nom pour petit A, c'est oxyde de diisopropyl. Oxyde de diisopropyl. Maintenant, il faut essayer avec petit C. Para, ça c'est Woodberly, Belmar. Para un bromo 4-méthoxybenzène. OK, est-ce que c'est ça? Oui, c'est para. Mhm. Méthoxy, oui. Très bien. Donc, un bromo para un bromo 4-méthoxybenzène. Très bien, Belmar.
OK, nous poursuivons. Maintenant, propriété de ces composés, c'est très important. Alors, d'abord, il faut savoir que, donc, si nous changeons bien, l'eau a une géométrie coudée. L'eau a une géométrie coudée avec un angle de liaison de 104,5 degrés. OK? Mais étant donné que ces composés-là, à savoir les alcools, les phénols, les hétéroxydes, sont considérés comme des dérivés organiques de l'eau, donc il faut s'attendre à ce que ces composés aient à peu près le même angle de liaison que l'eau. Donc, c'est pourquoi, voyez ici, donc nous gagnons les liaisons ROH ou ROR' sont ont approximativement des angles de liaison proches de 109 degrés. Caractéristiques des structures tétraédriques. OK, maintenant là, beaucoup plus pour l'éther diméthylique parce que, oui, éther diméthylique, donc c'est 112. OK, maintenant, c'est légèrement plus élevé que l'eau. Nous sommes capables de comprendre que ça, c'est légèrement plus élevé que l'eau. C'est parce que dans l'eau, c'est de l'hydrogène. On a HH, alors que dans les alcools, vous avez H et R. Donc, R est plus volumineux, par conséquent, donc, a gagné beaucoup plus d'interactions. Donc, ça a pour repousser et liaison davantage. Donc, c'est encore beaucoup plus pour les hétéroxydes. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce point qui est fait ici, c'est que donc, les alcools, les hétéroxydes, les phénols, ils gagnent une géométrie coudée. Alors, quand on parle de géométrie coudée, c'est l'hydrogène, l'oxygène et puis le carbone fonctionnel. Donc, on est au niveau de la fonction, donc l'oxygène, OK? L'oxygène, l'hydrogène et le carbone fonctionnel. Donc, ce trio atomique, nous formons une géométrie coudée. Un angle de liaison qui est supérieur, légèrement supérieur à celui de l'eau. Voilà, donc là, il n'y a pas de question d'examen. OK, voilà, et ça l'a expliqué. Maintenant, là, il y a question d'examen. Et là, on parle des propriétés physiques. Et propriétés physiques, on met surtout l'accent sur la température d'ébullition. Donc, on pourrait également parler de solubilité, notamment hydrosolubilité. Alors, on présente un tableau ici. Et ce tableau avec des graphes de qu'est-ce qu'on est en train de montrer. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est qu'on est en train on montre que et les alcanes, ok, les alcanes en bleu ont des températures d'ébullition inférieures au chloroalcanes ou bien halogénoalcanes. Et les halogénoalcanes ont des températures inférieures aux alcools. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence de température? Et n'oubliez pas que les substances, les substances sont formées de molécules et les molécules interagissent entre elles. Donc, c'est l'interaction entre les molécules qui va déterminer et cohésion. OK? Je dirais mieux, c'est ou gagner des interactions entre les molécules dans une substance
Donc, interaction, ça, c'est les mêmes que nous, les liaisons intermoléculaires là. Donc, liaison intermoléculaire là, c'est les mêmes qui va déterminer la cohésion des molécules. Est-ce que les molécules sont fortement liées? Est-ce qu'elles sont faiblement liées? Et maintenant, c'est la cohésion entre les molécules qui va déterminer la température d'ébullition ou encore la solubilité. C'est très important. Donc, je vais reprendre cette série pour vous. C'est très important à noter. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, quand on dit l'eau, l'eau, c'est une substance. Quand on dit, par exemple, alcool éthylique, c'est une substance. Quand on dit acide et acétique, c'est une substance. Quand on dit acétone, c'est une substance. Maintenant, substance organique, ça, il est constitué de beaucoup de molécules qui sont liées entre elles par des liaisons intermoléculaires. Maintenant, liaison intermoléculaire, c'est eux même qui prennent force liaison, la force des liaisons intermoléculaires. Et c'est là qu'il faut écrire la force des liaisons intermoléculaires, la déterminer la cohésion des molécules. Donc, force des liaisons intermoléculaires, la déterminer la cohésion des molécules. OK, mais ça n'a dit, nous dit substance organique. OK, liaison. Donc, les formé de quoi? De molécules organiques. OK, molécules organiques, même liées par des liaisons, OK, intermoléculaires. Maintenant, la force des liaisons intermoléculaires, les déterminer qui ça? La cohésion, OK, des molécules. OK? Donc maintenant, en cas là, qu'est-ce qu'on est capable de dire? Plus la force intermoléculaire est forte, donc c'est plus molécules yo est solidement attachées l'une à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait que molécules yo solidement attachées l'une avec l'autre, si par exemple vous voulez porter à ébullition une substance côté que les molécules sont fortement attachées l'une avec l'autre, est-ce que énergie qu'on prend à substance, ça comment la faible ou de la forte? Je reprends. Vous avez une substance qui a des molécules, mais molécules yo fortement attachées l'une avec l'autre. Maintenant, vous voulez briser molécules ça. Est-ce que l'énergie va porter la faible ou de la forte? J'attends votre réponse. Très bien, la forte. OK? Donc, voilà, en résumé, donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que les substances organiques, sont formées de molécules organiques. Les molécules organiques sont liées entre elles par des liaisons intermoléculaires. Donc, liaisons intermoléculaires, sont capables faibles, sont capables plus ou moins fortes. OK? Maintenant, force liaison, c'est les mêmes qui peuvent déterminer la cohésion des molécules. Donc, si vous avez un ensemble de molécules qui sont très attachées, qui sont solidement attachées, c'est difficile pour détacher. Mais si vous avez des molécules qui sont faiblement liées, donc n'importe quelle énergie capable de briser. Donc, c'est pour vous dire que c'est la cohésion des molécules qui va déterminer les propriétés physiques. Donc là, on va jouer par exemple des molécules qui, en fait, ce n'est pas la même propriété physique que nous devons mettre là. C'est cohésion des molécules qui va déterminer ça, nous, l'état physique des substances. Voilà, l'état physique.
OK? Voilà. C'est ça que nous mettons. État physique, substance, donc, les déterminé par la cohésion des molécules. Donc, si les molécules ne sont pas liées entre elles, donc c'est au gaz, si molécules sont liées entre eux, mais une sont capables de bouger, pendant que sont liées entre eux, sont capables de bouger, donc c'est liquide. Si sont liées entre eux et puis sont pas capables de bouger, depuis molécules sont liées, sont pas capables de bouger, c'est-à-dire qu'ils sont serrés, ils sont collés l'un avec l'autre. Et puis, si vous avez par exemple, alors capable de gagner plusieurs structures, vous capable de structure amorphe, vous capable de structure qui est bien ordonnée, à ce moment le cristal, ok? On a un état cristallin. Donc, que ce soit une structure solide amorphe ou bien une structure solide organisée, donc là, vous gagnez un solide. Dans ce solide-là, à ce moment, vous avez des molécules qui sont fortement attachées, mais qui sont statiques, qui sont immobiles, tellement que l'une collée avec l'autre. OK? Donc voilà, j'espère que nous comprenons et ça n'a pas expliqué là. Donc maintenant, pour retourner là, donc, qui ça qui fait que alcanio, il y a une température d'ébullition qui est inférieure au chloroalcane et chloroalcanio inférieur aux alcools? Et ça n'a pas expliqué là. Ça n'a pas expliqué, c'est les interactions intermoléculaires. Donc, les alcanes, eux-mêmes, ils ont formé des interactions les plus faibles, à savoir les forces de dispersion de London. Donc, les alcanes, ce sont des molécules apolaires. Ce sont des molécules apolaires. Et dans les molécules apolaires, il n'y a que la force de dispersion de London. Et c'est l'interaction la plus faible. C'est-à-dire qu'il nécessite moins d'énergie. Dans les chloroalcanes, il y a non seulement, écoutez-moi, il y a non seulement la force de dispersion de London, mais il y a aussi une interaction dipôle permanent, et interaction dipôle permanent, ça, lié à la présence d'une liaison polaire dans la molécule. Pas bien qu'on parle de chloroalcane. Donc, la liaison CL est une liaison polaire. Donc, cette liaison polaire, eh bien, lui-même, il peut donner naissance à un dipôle, pôle positif, pôle négatif. Donc, si vous avez deux molécules, eh bien, pôle positif, il y a une molécule capable de former une interaction avec le pôle négatif d'une autre molécule. Donc, ça, c'est une liaison intermoléculaire. Donc, que nous relais dipôle permanent. Donc, en plus de la force de dispersion de London, que nous joignons au niveau de la chaîne carbonée et des chloroalcanes, et nous gagnons également une interaction dipôle permanent, ce qui augmente la température d'ébullition. Ensuite, les alcools. Les alcools, eux-mêmes, ils ont des capacités pour former des liaisons hydrogènes. Il ne faut pas oublier que la liaison hydrogène, parmi les liaisons intermoléculaires, c'est la plus forte. Donc, dès que vous avez à comparer des molécules, les propriétés ou la température d'ébullition, bien hydrosolubilité des molécules. Donc maintenant, depuis où on fonctionne alcool, donc, et l'autre pas gain, il faut dire que molécule qui est fonction alcool là, très probablement la gain température d'ébullition qui est plus élevée. Donc les alcools, dans tous les cas, nous voyons que c'est eux-mêmes qui gagnent température d'ébullition plus élevée, parce que tout simplement, et ils sont capables de former liaison hydrogène, et la liaison hydrogène, c'est l'interaction intermoléculaire la plus forte. Et dans les alcools aussi, on a la force de dispersion de London. Donc, la force de dispersion de London, l'interaction intermoléculaire la plus faible, est pratiquement dans toutes les molécules. Donc, les molécules apolaires, c'est les mêmes seulement que vous gagnez. Les molécules qui sont apolaires, vous gagnez seulement la force de dispersion de London. Mais les molécules qui sont polaires, vous gagnez la force de dispersion de London. Ensuite, vous gagnez une autre interaction encore qui vient, mais augmenter et énergie et cap permettre pour briser
mais liaison intermoléculaire. OK, maintenant, qu'en est-il des hétéroxydes? Donc, les hétéroxydes, si nous songeons structurellement bien, ils ne sont pas capables de former liaison hydrogène. Donc, les alcools, les phénols, ils sont capables de former liaison hydrogène. Donc, à remarquer que le phénol bout à 180 degrés Celsius, alors que le point d'ébullition du toluène, c'est 110. Alors, vous comprenez pourquoi. Dans phénol, il y a un groupement hydroxyle, OK, capable de former liaison hydrogène, alors que dans toluène, il n'y a pas de groupement hydroxyle. Maintenant, et qu'en est-il des hétéroxydes? C'est très important. Donc, les hétéroxydes, eux-mêmes, ne sont pas capables de former liaison hydrogène. Donc, si les hétéroxydes sont incapables de former des liaisons hydrogènes, eh bien, il y a gagné des températures d'ébullition qui sont inférieures aux alcools et aux phénols. Maintenant, il faut savoir également que les hétéroxydes sont faiblement polaires. Les hétéroxydes sont faiblement polaires, donc ils sont liés par force de dispersion de London, comme je l'avais dit tantôt. Toutes les molécules, qu'elles soient apolaires, ils gagnent ce qu'on appelle la force de dispersion de London. Mais certaines molécules, en plus de la force de dispersion de London, ils gagnent d'autres interactions comme dipôle permanent et dipôle permanent. Donc, les hétéroxydes ne peuvent pas former des liaisons hydrogènes à cause de l'absence de groupe hydroxyle et par conséquent, ils ont des points d'ébullition moins élevés. Donc, question d'examen. Comme tout bas nos examens là, et j'espère que nous faisons ça. Alors, maintenant, propriété des alcools, là, on parle de acidité. Il faut savoir que les alcools, les phénols, et à l'instar de l'eau, sont des acides et sont faiblement basiques et faiblement acides. Alors, basique, c'est parce que gagnent un oxygène qui porte un double non lien qui est capable de partager avec un électrophile. Acide, c'est parce que y a un hydrogène qui possède une charge partielle positive. Et le fait que l'hydrogène a une charge partielle positive, il est capable d'attaquer par une base. Donc, base est capable, c'est une base neutre, comme l'eau. Il est capable, c'est une base qui est chargée, comme OH-. Donc, en haut, on met en évidence ici, on met en évidence donc, la propriété basique d'un alcool. OK? Et en bas, on met en évidence donc, la propriété acide de l'alcool. Donc, propriété acide, l'alcool est un fournisseur de protons. Propriété basique, l'alcool est un accepteur de protons. Maintenant, ce qu'il faut rappeler ici, c'est que à chaque acide correspond une base conjuguée, à chaque base correspond un acide conjugué. Si l'acide est faible, donc sa base sera forte. Donc, les alcools sont des acides faibles. Les alcools sont des acides faibles, mais la base dérivée des alcools, c'est l'ion alcoolate, donc c'est une base forte. OK? Les phénols sont des acides, et les phénols sont des acides faibles. Donc la base conjuguée des phénols, ion phénolate, donc c'est une base forte. OK? C'est une base forte. Maintenant, les alcools sont considérés comme des bases. Ce sont des bases faibles. Maintenant, en tant que base, donc l'acide conjugué dérivé de l'alcool en tant que base, donc les mêmes sont acides forts. Par exemple, là, on a l'ion oxonium. Donc ici, l'ion, mais c'est que nous récursons là, donc l'ion oxonium qui est un acide fort. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que pour exprimer l'acidité d'un acide. Donc, on utilise plusieurs expressions, pH, pKa, Ka. Donc, nous connaissons pH égale à moins et log et concentration H3+. OK? Moins log concentration H3+. Maintenant, Ka, pKa
peut être exprimé en Ka. Le pKa peut être exprimé en fonction du pH pour les acides faibles. Donc là, on ne va pas entrer dans les détails, mais ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est quand Ka est élevé, l'acide est fort. Quand pKa est élevé, l'acide est faible. Donc, quand Ka est faible, l'acide est faible. Donc, quand pKa est faible, l'acide est fort. Donc, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à... OK, voilà, on vous donne une idée. Par exemple, ici, c'est alcool théâtre butylique, pKa égale à 18, donc c'est élevé. Et alcool éthylique, pKa égale à 16. L'eau, ouais, le pKa de l'eau. Donc, c'est l'eau, c'est faiblement, quand pKa est élevé, l'acide est faible, donc l'eau est faiblement acide. Et puis, si on prend le pKa d'un acide fort, acide chlorhydrique, ouais, c'est une valeur négative. Donc, maintenant, si on compare moins 7 avec 18, donc, ouais, l'écart est élevé. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que tous ces acides-là, ce sont des acides faibles, jusqu'à paranitrophénol, ce sont des acides faibles. OK, maintenant, pourquoi paranitrophénol est l'acide le plus fort parmi tout acide qui vient avant nous? C'est parce que là, il y a... alors, il faut savoir que d'abord, le phénol est un acide plus fort que les alcools, les phénols. C'est parce que l'ion phénolate est stabilisé par résonance. Donc, ce qui augmente la concentration de H3O+ dans le milieu. Maintenant, pourquoi paranitrophénol, par exemple, est plus acide que phénol? Mais c'est parce que le nitro, c'est un groupement électroattracteur. Donc, les groupements électroattracteurs augmentent l'acidité des acides. Les groupements électrodonneurs diminuent l'acidité des acides. Voilà. Voilà, et ça nous a dit là. Donc, ça, c'est important à, à se rappeler. Donc, les groupements électroattracteurs stabilisent l'ion phénolate, ce qui entraîne une augmentation de l'acidité du phénol. Les groupements électrodonneurs déstabilisent l'anion phénolate, ce qui entraîne une diminution de l'acidité du phénol. Alors, synthèse des alcools. Un instant. OK, donc synthèse des alcools. Donc, alors, là, nous gagnons un alcène. Un alcène qui réagit avec l'eau en milieu acide. Donc, ça, c'est réaction classique que tout le monde connaît. Donc, ça, c'est l'addition, ça, c'est addition électrophile. OK, addition électrophile. Donc, nous gagnons l'eau qui fait addition. Oui. Donc, nous gagnons l'eau, nous gagnons HDSO4 qui parle d'un hydrogène, qui parle attaquer double liaison. Alors, double liaison, hein, qui c'est un nucléophile pour attaquer un hydrogène. Ensuite, nous parlons d'un carbocation qui est formé. Donc, l'eau en tant que nucléophile pour attaquer carbocation, le carbone positif. Après, on parle de déprotonation qui parle by ion. Donc, réaction, ça là, si nous regardons bien, nous avons d'un côté un carbone tertiaire, de l'autre côté un carbone secondaire. Normalement, on a plusieurs produits, mais on considère ici le produit majoritaire qui baille un alcool tertiaire. OK, très bien. Maintenant, la méthode la plus générale pour préparer les alcools, donc c'est la réduction de composés carbonylés. Et composés carbonylés,
Et si nous songez bien, qui se divise en deux catégories, on a d'un côté les aldéhydes et les cétones, de l'autre côté on a les acides carboxyliques et leurs dérivés. Donc là, la méthode la plus générale pour préparer les alcools, c'est la réduction des composés carboniques, c'est-à-dire réduction de acide carboxylique, réduction de cétone, réduction de aldéhyde, réduction de ester. OK, mais là, et vous considérez là seulement en fonction cétone. Vous pouvez aussi bien considérer, voilà, là, on considère une fonction aldéhyde. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est très important, pour réduire un aldéhyde ou bien un cétone en alcool, il faut un fournisseur d'ion hydrure et en même temps un fournisseur de protons. Ça, c'est important parce que si nous regardons bien, là, nous avons une fonction que moi entourée. Hein? Donc, pour nous capables de transformer une fonction en alcool, qu'est-ce qu'on a fait? Si ça nous avons fait, premier bail, fait, c'est que nous avons ajouté un hydrogène sur carbone fonctionnel. Donc, carbone, ça, donc nous avons ajouté un hydrogène. Donc, si on ajoute un hydrogène sur lui, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On casse double liaison. Hein? Et c'est là. Double liaison, ça a cassé. Okay? Donc là, on est capable même de dire que c'est double liaison ça qui. C'est double liaison ça. Bon, en réalité, ce n'est pas double liaison. Hein? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'hydrogène vient réagir avec carbone ça, mais double liaison est brisé. Bon, effectivement, double liaison est brisé. Donc, l'aile brisée, hein, alors, on ne pas dire briser, on veut délocaliser. C'est mieux de comprendre. Parce que l'hydrogène qui vient ici, si on regarde bien, l'hydrogène vient former une liaison avec carbone. Donc, carbone, ça a été trois liaisons sigma, une liaison pi. Maintenant, l'hydrogène vient former une liaison sigma avec carbone. Donc maintenant, c'est-à-dire, s'il vient former une liaison sigma avec carbone, il y a deux considérations qu'il faut faire. D'abord, cet atome de carbone est positif, donc l'hydrogène qui vient sont hydrogène négatif. Donc, un ion hydrure. Mais ion hydrure, ça, c'est un composé qui peut bailler. C'est un fournisseur d'ion hydrure qui peut bailler comme LiAlH4 ou encore NaBH4 qui est capable de bailler un ion hydrure. Maintenant, l'hydrogène négatif là, vient, il attaque le carbone positif là, qui forme une liaison ensemble avec, il provoque la délocalisation du doublet pi sur l'oxygène. Donc, l'oxygène vient une charge négative. Maintenant, pour transformer charge négative ça en OH, donc il faut faire ce qu'on appelle une hydrolyse acide. Donc, maintenant, pour transformer un aldéhyde ou encore un cétone en alcool, il faut un fournisseur d'ion hydrure, il faut un fournisseur de protons. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Beaucoup d'agents réducteurs sont disponibles, mais le borohydrure de sodium NaBH4 est habituellement choisi du fait de son utilisation facile et sans risque. OK, utilisation facile et sans risque. Donc, il réagit cependant uniquement avec les aldéhydes et les cétones. Donc, il est moins réactif il est moins NaBH4 est moins réactif que LiAlH4. Donc, LiAlH4, donc, il est capable de réagir avec les cétones, les aldéhydes. Il est capable de réagir aussi avec les acides carboxyliques, avec les esters, avec les autres dérivés des acides carboxyliques. Mais il est plus difficile à manier parce que c'est un produit qui est dangereux. Donc, surtout, il va utiliser le milieu aqueux, donc il est capable d'exploser des réactions explosives. Donc, il est plus difficile à utiliser. OK, maintenant, voilà, comme je vous l'avais dit, vous voyez ici, on a NaBH4, c'est fournisseur d'ion hydrure. Et ensuite, on a
l'ion hydronium qui c'est un fournisseur de protons. Donc, on ne va pas rester à parler de mécanisme réactionnel. Donc, voilà, et la réaction déroulée dans un solvant polyprotique. Le solvant polyprotique ici, c'est l'éthanol. Solvant polyprotique, éthanol, donc ce qui facilite la réaction. OK, donc les esters, les acides carboxyliques peuvent être également réduits en alcool, mais cependant, pour ces composés, c'est LiALH4 qui est utilisé, OK, parce que c'est les mêmes qui est plus réactif. Les composés sont plus oxydés, sont plus réactifs que les autres, donc obligé de joindre et fournisseur d'ion hydrure qui est plus réactif. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est très important question d'examen, c'est dit ici, ces réactions sont plus difficiles à effectuer que les réductions des cétones et des aldéhydes correspondants. Aussi, LiALH4 est utilisé plutôt que 1. Alors, pour qui ça yo utilisé LiALH4, c'est parce qu'il est plus réactif que NaBH4. Notons, mais voilà la question d'examen. Notons que seul un hydrure est additionné à l'atome de carbone du carbonyle lors de la réduction d'une cétone ou d'un aldéhyde, mais 2 sont nécessaires pour la réduction d'un ester ou d'un acide carboxylique. Donc ça, c'est important à se rappeler. Donc, si vous avez à faire la réduction d'un aldéhyde ou d'un cétone, on va utiliser un seul hydrure, une seule molécule, alors que si on va faire réduction d'un ester ou bien de acide carboxylique, on va utiliser 2 molécules et 2 moles de molécules de hydrure et de LiALH4. OK, donc là, c'est réaction que vous présentez nous. Exercice. OK, les hétéroxydes. Les hétéroxydes. OK, les hétéroxydes obtenus à partir d'alcool, la synthèse de Williamson des hétéroxydes. Alors, la synthèse de Williamson, c'est une synthèse, un procédé qui est découvert depuis plus de 100 ans, mais qui était donc une meilleure méthode de préparation des hétéroxydes, symétrique et dissymétrique. Donc maintenant, comment procéder? Donc, c'est la réaction d'un ion alcoolate et avec un halogénoalcane. Donc, l'ion alcoolate, c'est une base forte, mais aussi c'est un nucléophile. OK, donc je rappelle que c'est l'action d'un ion alcoolate sur un halogénoalcane. Donc, ça, c'est synthèse et de Williamson des hétéroxydes. Synthèse de Williamson des hétéroxydes. Maintenant, cette réaction, c'est une réaction de substitution nucléophile. Pourquoi substitution nucléophile? C'est parce que si on considère l'halogénoalcane, donc l'halogénoalcane, par exemple, ici, iodométhane, c'est CH3I. Donc, si on regarde les produits réaction, ça, c'est cyclopentylméthyléther qui s'allie. Donc, on voit que l'iode, si on regarde le groupement méthyle, regardez bien le groupement méthyle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'iode a été remplacé par, on va mettre en bleu pour Noël, l'iode a été remplacé par le cyclopentoxy. Donc, l'iode a été remplacé par le cyclopentoxy ou encore l'ion alcoolate. Donc, pourquoi on dit que c'est une réaction de substitution nucléophile? C'est parce que d'abord, il y a un remplacement, il y a une substitution,
OK? Maintenant, élément qui s'est déplacé, c'est yon dur, élément qui prend place yon dur, c'est yon cyclopentanolate, mais qui c'est yon nucléophile. Donc, c'est pourquoi on dit cette réaction. Donc, c'est une substitution nucléophile. OK. Maintenant, et d'où provient l'ion et alcoolate? Donc, c'est préparé pour préparer. Donc, il est capable de préparer en faisant réagir l'alcool avec un métal alcalin comme le sodium. Et voilà, cabano et alcoolate de sodium avec le dihydrogène qui a dégagé dans le milieu. Donc, dihydrogène, c'est un gaz. Alors, réaction ça, il est capable, comme c'est une réaction de substitution nucléophile, donc nous sommes bien capables de faire selon deux mécanismes, donc SN1 ou SN2. Donc SN2, cela signifie que vous avez à la première étape, la première réaction, les deux substrats qui réagissent en même temps. OK, on va gagner un nucléophile là, qui a pas attaqué halogène ou alcane, non? OK, donc attaque la faite en même temps que départ là. Donc nucléophile là attaque. Donc c'est une réaction simultanée. C'est un processus simultané. Attaque et départ se font en même temps. Donc le simultané. Pendant que nucléophile là a attaqué, ça c'est nucléophile là, nucléofuge là lui-même l'a déplacé. OK, c'est comme si, je me rappelle avoir pris cet exemple avec vous. Et c'est comme si, nous essayons, salle de classe, côté nous qu'on travaille là à Notre-Dame, essayer de garder le bien. C'est comme si moi-même, m'a pas entré dans la salle là comme professeur, et puis il y a un étudiant qui a un problème avec moi, puisque je ne connais pas l'entrée. Pendant ma rentrée à moi-même, et bien c'est d'autres mots qui sont sortis. Ouais? Donc, il est sorti pendant que moi-même m'a rentré. Donc, ça, ouais, mouvement fait en même temps. C'est deux mondes qui a réagi en même temps. Donc, ça, c'est SN2. Et SN2 est possible quand c'est quand il n'y a pas d'encombrement stérile. Quand sur l'halogène ou alcane, il n'y a pas d'encombrement stérile. Et le nucléophile est capable d'attaquer le carbone est fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui est lié à l'halogène. Et l'halogène, dans notre cas ici, c'est iode. N'oubliez pas que l'iode, il est lié à un carbone, donc le carbone qui est lié à l'iode, c'est un carbone positif. Donc la liaison CI est une liaison polaire. Donc si cette liaison est polaire, donc l'iode a bien une charge partielle négative, carbone fonctionnel a une charge partielle positive. Donc nucléophile, c'est carbone ça que l'a attaqué, c'est carbone positif halogéno-alcane. OK? Maintenant, et si il n'y a pas d'encombrement stérique, c'est-à-dire que si pas de gros radical qui bloque accès à carbone positif là, ben réaction faite selon le mécanisme SN2. Et par contre, s'il y a un encombrement stérique sur l'halogéno-alcane, cela signifie que vous avez des groupements qui empêchent que le nucléophile approche le carbone positif halogéno-alcane, et mais la fait selon le mécanisme SN1. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais halogène ou alcane, ça la fait la libérer le pour d'abord la réagir pour col côté que iode blanc a libéré, le iode blanc fin libéré pour col ou pas venir gagner un carbocation qui a formé, et carbocation ça va gagner une géométrie trigonale plane. Maintenant avec cette géométrie trigonale plane, il y a beaucoup plus d'espace, le carbone positif est beaucoup plus accessible. Et dans une deuxième réaction maintenant, et le nucléophile est capable de réagir avec carbone. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, quand il y a un encombrement sphérique, c'est SN1. Quand il n'y a pas d'encombrement stérique, c'est SN2. Donc, cela signifie quoi exactement? Mais si vous avez un halogène ou alcane primaire, comme par exemple CH3I, et pas vraiment un encombrement stérique, c'est SN2. Mais si vous avez par exemple yon halogène ou alcane, côté que vous avez un groupe interbutyl qui est avec yon chlore. On a dit c'est 2 chloro, 2 chloro, 2 méthylpropane. Ouais, 2 chloro,
de méthylpropane. Donc, à ce moment, il y a un chlore qui est lié avec le radical éthène d'éthyle. Donc, ouais, le carbone positif, il est entouré de 3 groupements méthyl à ce moment. Donc, le carbone positif n'est pas accessible. Donc, il faut que d'abord, ce carbone se libère de l'iode. Donc, ça va venir créer beaucoup plus d'espace. OK, ça va venir diminuer l'encombrement stérique. Et dans la deuxième réaction, donc, base là, nucléophile, donc, est capable, et sans difficulté, donc, attaquer et carbone positif et carbocation. Donc, voilà, et en résumé, donc ça qui est expliqué dans la partie ça. OK, donc voyez bien ici dans cette réaction, donc on a CH3I, il n'y a pas d'encombrement stérique. Donc, première réaction, elle fait selon le mécanisme SN2. Il fait selon le mécanisme SN2, alors qu'en bas, si on regarde bien, nous voyons qu'il y a un encombrement stérique. Pour que ça ait un encombrement stérique, c'est parce que là, nous gagnons carbone positif. Carbone positif, là, le carbone central, voici le carbone positif. C'est ce carbone qui est positif. Donc, CH3O, l'ion méthanolate, est supposé attaquer carbone positif, là. Mais le fait que ce carbone est entouré de 3 groupements méthyle, donc l'accès à cet atome de carbone est difficile. Et mais qu'est-ce qui vient de passer? Où est-ce que ça passe? Donc, au lieu que réaction ça, libre une réaction, libre une réaction de substitution nucléophile, et mais qu'est-ce qui passe? Libre tout simplement une réaction d'élimination et un méthanolate là, attaquer un hydrogène parce que l'hydrogène est plus accessible. Alors, il y a des conditions normalement qu'on n'a pas mis, donc qui étaient capables. Et... Alors, si on mettait tous deux ensemble, okay? Si on mettait les deux, puisque les deux sont ensemble dans le milieu, donc la bonne réaction d'élimination catégoriquement. Maintenant, pour être capable de là, une réaction de substitution et nucléophile, faut d'abord, on te gagné et 2-chloro-2-méthylpropane pour col qui réagit pour mettre le milieu d'un solvant pour les protiques, donc qui pourra favoriser la formation de carbocation. Et à ce moment, on peut mettre carbocation en présence de ion méthanolate qui t'a pas le barreau, une réaction de substitution nucléophile. Mais si on prend ion méthanolate pour mettre en présence de 2-chloro-2-méthylpropane, donc encombrement stérique là a fait que la baille de préférence sur réaction d'élimination. Voilà, et on s'arrête ici avec vous, OK, et pour cette partie. Donc, mais je vais prendre une pause et ensuite enregistrer et continuer avec la révision. Bien entendu, pas avec nous-mêmes, on va commander nos sonorités et on va continuer avec la révision et map et voyez lien vidéo pour nous. Donc, on va s'arrêter ici. Ça fait une première vidéo. Ensuite, je vais recommencer avec la révision pour que je vais vous une deuxième vidéo pour nous. Donc, merci de votre présence. Je sais que c'est pas facile. Donc, je vous souhaite du courage. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au commencement, parce que je crois avoir commencé le cours sans étudiants, maintenant, je disais que vous aurez 25 questions et une seule réponse par question. Donc, 4 points par question, ça fait 100 points. Donc, pour les devoirs, et sincèrement, et on n'a pas pu respecter le deadline qui vous a été communiqué. Et moi, actuellement là, je suis très, très, très pris. Donc, je n'aurai pas le temps de corriger des devoirs. Donc, je vais seulement accorder des points de participation à tout le monde et ceux qui avaient précédemment obtenu des points, donc il y a bien beaucoup plus de points par rapport aux autres. Et oui, Germain, donc si on met par là, donc ce n'est pas nécessaire de répéter E4. C'est ça. 3 points, c'était Cannes et Allô?
Je n'entends pas bien. Tu as parlé. Et Lyri? Oui, c'est des canets, c'est les 3 points. Bah oui, oui, oui. Bon, pas qu'on est si gain l'autre étudiant qui te gain pour avant. De toute façon, si gain qui te gain pour avant, n'a fait me connaître. Et de toute façon, ne pas oublier. Donc, merci de votre présence. Donc, là, on termine ici. Je vais prendre une pause, ensuite pour continuer. Donc, je vais vous 2 liens pour nous pour la révision. OK, à la prochaine. Yes, monsieur.